évidemment au fond bien de la rivière Allier, c'était une zone qui était une zone en fait marécageuse. Donc une zone qui n'était pas propice à l'occupation humaine. À la différence de sites qui sont bien proches d'ici, voire tout proches d'ici, Chanteuse, par exemple, Chillac, Saint-Arcon, Saint-Sulpice, si on va encore au-delà. Ces sites qui ont une occupation bien antérieure au XIIIe siècle et qui sont liés bien sûr à leur position dominante. Ici, on est dans une plaine alluviale, une zone, comme vous l'avez compris, qui était forcément pas adaptée pour avoir une installation humaine. Et pourtant, il y a cette emprise de l'Allier qui va, on va dire, diriger forcément l'organisation spatiale et surtout la création vraiment de la cité langeadoise. Pourquoi ? Parce que l'Allier, c'est un point majeur d'accès, un point de franchissement qui permet de relier des entités historiques, des entités géographiques. Alors en termes de géographie, c'est le Velay, donc tout le massif volcanique Velave, le Gévaudan et la Margeride, donc la Margeride. Et en termes d'entité historique, c'est toujours le Velay, le Gévaudan et l'Auvergne. Ici, vous êtes en Basse-Auvergne, donc vous êtes en terre auvergnate. Et ce qui va se passer, c'est que cet axe, qui est facile au final, puisqu'on est dans cette plaine alluviale, quand il n'y a pas de fortes inondations, eh bien, on peut traverser à certains endroits à gué. C'est plus facile que de traverser, on va dire, des zones accidentées. Et donc, on va drainer, en fait, véritablement cette zone marécageuse pour établir, eh bien, la ville, la cité de Langeac. Et forcément, quand on installe à l'époque médiévale, on va se retrouver confronté à deux pouvoirs. Le pouvoir seigneurial et l'essor, en fait, d'une famille qui va donner le nom à la cité, qui est la famille de Langeac. Et le pouvoir religieux, qui est effectivement la mise en œuvre donc, de ce qu'on va appeler un collège de religieux. Alors, ce n'est pas une communauté monastique, c'est bien un collège de religieux, généralement, qui sont nés dans la paroisse et qui vont constituer un groupe donc, de religieux qui va avoir en gestion la collégiale, mais un autre édifice, puisque, en fait, à Langeac, il y avait deux églises. Ce qui subsiste aujourd'hui, qui est devenu en fait l'église paroissiale, c'est la collégiale Saint-Gall de Langeac. Mais il y avait une église qui était connue déjà au début en fait du XIIe siècle, qui était l'église Notre-Dame, et qui se trouvait dans ce secteur-là. On va dire quasiment au niveau en fait du coiffeur. Cette église, elle va être démantelée, eh bien effectivement avec la transformation. Après, là encore, l'époque révolutionnaire et le début du 19e siècle. Et donc, on va conserver la collégiale, puisque c'est le bâtiment principal. Et cette église, telle que vous la découvrez, c'est un édifice qui a été construit à la fin du 14e, début du 15e siècle. Donc, on n'est plus du tout avec donc, un bâtiment qui correspond, on va dire, à l'architecture romane, comme on peut trouver eh bien, à l'église Saint-Marcellin de Chanteuse, qui est la plus proche d'ici, qui est bien effectivement un édifice roman. La basilique Saint-Julien de Brioude, qui est quand même emblématique de l'art roman sur nos territoires. Et au centre, donc dans cette vallée de l'Allier, on va découvrir eh bien, plusieurs églises qui vont être érigées, reconstruites ou construites fin 14e, 15e siècle, dans un style qui correspond en fait à la fin du gothique, qu'on nomme le gothique tardif ou le gothique flamboyant. Les principaux édifices dans notre secteur, c'est la collégiale Saint-Gall, l'église Sainte-Croix de la voûte Chillac et également l'église Sainte-Madeleine de Saint-Sulpice, qui sont reconstruites dans la même période. Donc ces édifices, vous verrez la particularité qu'ils ont quand on est à l'intérieur, puisqu'ils constituent souvent de grands vaisseaux, plutôt des églises halles, qui sont contrebutées, confortées par des chapelles. Il y a effectivement un lien qui est directement en relation, en regard avec la communauté. Et puis il y a toujours aussi, et surtout dans cette période du XIVe et du XVe siècle, un lien avec
la société civile et surtout en fait la bourgeoisie marchande et commerçante qui a commencé à émerger en fait au XIIIe siècle et qui prend de plus en plus d'importance au cours du XIVe et du XVe siècle. Et c'est cette communauté de marchands et de commerçants qui va au XVe siècle constituer cette on va dire organisation quasi municipale. Alors c'est pour vous donner un peu l'idée. Et donc ces consuls en fait de Langeac qui vont avoir gouvernance véritablement de la cité. Et ce sont eux qui vont en fait amener donc ce que vous retrouvez juste là en fait au-dessus du coup de l'arc là, le symbole de la cité, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui donc va perdurer, puisqu'on le retrouve effectivement au 19e et on le retrouve encore bien sûr au 21e siècle, c'est ce fameux coq. Alors le coq qui est lié à l'occitan, comme je vous l'ai dit pour ceux qui étaient avec moi tout à l'heure, le Zei, Lanza, Lanzei, Langeac. Effectivement, c'est un élément emblématique de la cité qu'on va retrouver par le fait justement de ces consuls et de cette gestion en fait de la ville qui est pas en opposition bien sûr avec le volet religieux. L'opposition elle va plutôt se faire avec le pouvoir seigneurial, d'accord ? Parce que les revenus en fait qui vont être alloués, que ce soit à la communauté religieuse mais que ce soit aux seigneurs, c'est intimement lié au franchissement de l'Allier. Et en fait, tous ces pouvoirs monastiques qui s'établissent le long de l'Allier, ou ces seigneurs laïcs qui s'établissent le long de l'Allier, l'enjeu, c'est le franchissement de la rivière. Alors on franchit avec certains ponts qui ont disparu, on franchit à gué, on franchit avec des bacs, par la suite, ça sera quelque chose de récurrent, mais pour franchir, on paye. Et on paye soit aux communautés monastiques, soit aux seigneurs et aux passeurs par la suite, si on se rapproche d'une version plus contemporaine. Mais à l'époque, c'est ça. Donc il y a vraiment un attrait et un intérêt à drainer effectivement cette zone marécageuse pour constituer la cité langeadoise et cette ville qui va au-delà, bien sûr, se développer comme on l'a compris tout à l'heure. Ce qui est important aussi, c'est que quand on est effectivement devant la façade, on a donc cette traversée avec cette rue, mais quand on descend en fait, on franchit les anciennes portes médiévales et donc l'ancienne enceinte médiévale qui protégeait la cité. La porte qui subsiste aujourd'hui, qui est la porte médiévale, la porte Bertrande, c'est un vestige de cette enceinte médiévale. Et pour ceux qui étaient avec moi à la mairie, mais ceux qui couramment vont sur la colline Saint-Roch, quand on observe effectivement la ville de Langeac, on voit très bien le bâti, en fait ce bâti 18e, 19e, qui s'est érigé autour de l'ancienne enceinte médiévale. Et dans cette enceinte médiévale était comprise la collégiale Saint-Gall. Alors, comme vous êtes bien motivés, là, vous étiez bien assis, on va faire un petit peu de marche pour comprendre l'édifice. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre vision contemporaine de Langeac, elle passe indéniablement par la départementale et le quai Voltaire. Ce quai Voltaire, c'est une construction, là encore, du 19e siècle. Si vous regardez les cartes postales, certaines cartes postales, vous allez voir des lavandières là au bord de l'Allier. En fait, la rivière, elle venait taper le pied de l'enceinte et le pied du chevet de l'église. Ce quai, au-delà d'avoir une utilisation routière, il était là en fait pour préserver la ville des crues de l'Allier. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ici, à l'origine, l'enceinte, donc elle court en fait au bord là, on a franchi la rue de l'Allier, et quand vous arrivez là, vous êtes en fait dans l'enceinte. Donc le chevet de la collégiale, il était dans l'enceinte de la ville. Et si vous regardez bien, vous avez en partie haute ces petits éléments là qui viennent en surplomb, qu'on appelle en fait donc des échauguettes. Donc là on est à la base et on peut imaginer qu'il y avait un volume un peu plus encore au-dessus. Ça correspondait, ça faisait le lien avec l'enceinte effectivement de la cité langeadoise. Donc ce qui peut vous surprendre, parce que je vous parlais d'architecture gothique, mais on n'est pas au XIIIe siècle.
On est fin 14e, début du 15e siècle. Le style gothique de cette période-là, il a investi évidemment des éléments du 13e, mais on reste en fait avec de grandes surfaces murales et peu d'ouverture. Et on est plutôt sur un schéma qui a sûrement aussi intéressé, on va dire, les bâtisseurs de ces communautés ou de ces collèges donc, de religieux, parce qu'il fait le lien aussi avec le passé et avec l'architecture romane où on avait de grandes surfaces murales. Donc effectivement, on a, surtout ici, et c'est le cas dans d'autres édifices, peu d'ouverture au final. Alors qu'en plus, il faut bien savoir une chose, c'est que l'édifice tel que vous le voyez, et c'était dès le cas à l'époque médiévale, il est enchevêtré aussi dans du bâti. Donc on a la collégiale, mais vous avez toute une série de bâtiments qui sont accolés à la collégiale, qui faisaient partie aussi, on va dire, du parcellaire médiéval et qui ont été réinvestis au XVIIIe et après au XIXe siècle. Donc on va retourner là, on prendra la rue Pierre de Chavanon et je vous dirai 2 mots sur la façade et ensuite on rentrera à l'intérieur de l'édifice. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a déjà eu de l'eau jusque dans la collégiale? Et, autre question, jusque dans la mairie, parce que j'avais entendu dire qu'elle était arrivée sur les marches de la mairie. Donc est-ce que c'est vrai pour Alors je peux vous donner une valeur de référence? Voilà, tiens, il y a de la communication chez vous. Donc donnez une question, monsieur, vous en répondre. On s'entend très bien par ailleurs. Bravo la communication. Vous voyez la rambarde du quai. D'accord, vous rajoutez à peu près 25 cm. Et c'est l'eau de la crue de 1960. Voilà, c'est la plus haute crue qui est connue de l'Angenois. Donc voilà, donc vous arrivez à, voilà, vous étiez à peu près à cette hauteur-là. Donc on disait que l'eau était remontée jusqu'aux marches, parce qu'on exagère toujours un peu, jusqu'aux marches de la mairie. Voilà. Mais là, visiblement... Puisque du coup, comme ça vous permet de voir l'emprise du bâtiment. Donc pour comprendre un édifice, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on va retrouver évidemment une façade qui est assez austère, qui était traitée donc avec la pierre de Saint-Roch. Et on voit en fait ici la mise en œuvre du grès de Jaon. Donc ça a été restauré effectivement au 19e siècle, mais on a restauré à l'identique. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ce gothique flamboyant, qui est lié en fait à des motifs qu'on va retrouver souvent dans le remplage en fait des vitraux qui forment des flammes. C'est aussi un autre élément qui est très présent, qui correspond en fait à ce système en fait donc de voussure, mais surtout ce système de pinacle. Vous avez 2 flèches là qui montent de part en part. Vous avez un arc en accolade en partie supérieure, et si vous regardez bien l'ornementation, vous allez avoir des motifs végétaux. Ces motifs végétaux, c'est ce qu'on appelle des choux frisés. Donc c'est le motif du chou frisé, donc on va dire de la feuille de chou, qui a des enroulements qu'on retrouve alors du coup dans l'ornementation donc du portail de la collégiale, qu'on retrouve aussi dans la chapelle de l'abbé à Chantoche. On est vraiment dans la complémentarité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà en fait donc de ces feuilles de chou qui vont materner et qui vont se terminer en fleurons là-haut, vous avez aussi des réminiscences en fait du bestiaire médiéval, donc avec ces êtres, dragons, lions, ces êtres que vous allez retrouver en fait dans le décor du XVIe siècle des stalles de la collégiale. Mais ce sont des stalles qui datent en fait des années 1572. Il y a un cartouche qui fait mention justement de cette datation et elles sont vraiment dans le pur style Renaissance. Donc on va les découvrir. Observez aussi la porte, les ferronneries, puisque là on est effectivement là encore avec ce système là que vous avez de caissons avec des petites serviettes dans le décor qu'on va retrouver là encore fin 14e, 15e siècle. Donc maintenant on va rentrer à l'intérieur de l'édifice. On est obligé de passer par la petite porte. C'est comme vous ce caractère forcément un peu plus austère de par le peu d'ouverture. Ces ouvertures, elles sont concentrées effectivement au niveau donc, de l'oculus et puis au niveau des baies qui sont au niveau du chevet, puisque tout à l'heure nous étions juste au pied du chevet. Donc le fait qu'il y ait peu d'ouverture, c'est lié aussi à la présence donc, du clocher, et puis c'est lié à ce que je vous disais, c'est-à-dire le bâtiment
sont vraiment connectés à l'édifice. La particularité de cette église, c'est qu'on a un vaste vaisseau qui est contrebuté par des chapelles que vous avez ici, et ces contreforts aussi qu'on retrouve à l'extérieur. Ensuite, le vaisseau il va venir vraiment se greffer sur le chœur avec ce système donc de pont coupé qu'on avait déjà en fait avec un chevet plat et un système de pont juste ici. Le voûtement que vous avez, c'est le voûtement classique de gothique, donc avec ce voûtement sur croisée d'ogive. Vous avez donc ces arcs doubleaux qui peuvent faire écho justement aux arcs doubleaux qu'on a vus tout à l'heure quand nous étions dans la salle des mariages de la mairie, puisqu'on était vraiment sous la voûte. C'est comme si on était, on va dire, juste au-dessus en fait des éléments que vous voyez. Et ce qui est très intéressant dans ces édifices donc, de la fin 14e et du début du 15e siècle, c'est que la retombée en fait des nervures de la croisée d'ogive va s'effectuer sur ce qu'on appelle en fait des culots sculptés. Donc vous voyez, vous avez des petits éléments juste à la retombée de nervures. Certains sont traités donc de manière très simple et d'autres, comme ici, comme là, c'est ce qu'on voit bien, mais si vous retournez aussi de ce côté, vous allez en retrouver. Ces culots sculptés, c'est on va dire ce qui va remplacer le chapiteau roman, donc le chapiteau classique de l'époque médiévale. Et ces culots sculptés reçoivent la retombée des nervures et vont permettre aux sculpteurs de développer tout un art en fait, et toute une iconographie qui est un peu loin, on va dire, enfin un peu éloignée, pardon, de l'époque médiévale, moins de bestiaires, moins de scènes aussi qui vont être liées à l'Ancien ou au Nouveau Testament, mais plutôt une iconographie qui fait écho à la société de l'époque. Donc on va retrouver des figures masculines, des figures féminines. Certains peuvent s'apparenter effectivement à des religieux, mais une grande partie d'entre eux font plutôt écho et référence à ce pouvoir civil qui a émergé effectivement dans la cité langeadoise autour de ces marchands, artisans, commerçants, donc cette bourgeoisie marchande. Parce que ce sont aussi des mécènes. Et en fait, les différentes chapelles que vous avez, ces chapelles, elles ne sont pas seulement liées à la liturgie et à l'office du collège, elles sont liées aussi à des dévotions personnelles de certaines familles langeadoises. Et la famille la plus emblématique, c'est la famille seigneuriale, cette famille de Langeac, qui donnera d'ailleurs le nom à la cité. Donc, on a cet aménagement qui est prévu, qui est organisé, et comme je vous le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir dans cet édifice conservé un ensemble mobilier remarquable. Alors, effectivement, j'utilise des superlatifs, mais ils ne sont pas dévoyés parce que vraiment, on a une qualité de mobilier exceptionnelle. Alors, on ira peut-être juste, du coup, on se rapprochera un peu de ces stalles. Il y a un élément, par contre, qui remonte à l'époque romane, qui est en fait les fonds baptismaux que vous avez juste là-bas. Donc, la cuve baptismale, c'est une cuve qui date du XIIe siècle. Vous verrez en fait, on s'en approchera. On a donc toute une série en fait de petites sculptures qui viennent marquer en fait 4 angles. Et parmi ces sculptures, on a une charmante Vierge en Majesté qui fait écho justement aux productions romanes. Qu'on pouvait retrouver, qu'on retrouve d'ailleurs non loin d'ici, à Sainte-Marie-des-Chazes, à Sogg ou même à la Chaumène. Et donc on a dans la pierre ces petites représentations. Cet objet-là, en fait, cette cuve, elle est très probablement elle se trouvait très probablement dans l'ancienne église paroissiale, puisqu'il y avait une église collégiale pour le collège des religieux et une église paroissiale, puisque avec l'essor du bourg, il fallait aussi pouvoir avoir un édifice. Donc ça provient sûrement de cet édifice-là. En termes aussi, on se rapprochera bien sûr des stalles. Vous avez aussi bien sûr les verrières. Alors comme malheureusement, on va dire, dans nos édifices du Haut-Allier, on n'a pas la chance d'avoir conservé
les vitraux de l'époque médiévale. Hein, les vitraux que vous avez sont généralement et principalement soit des vitraux de la fin du 19e siècle, soit du tout début du 20e siècle, et qui sont généralement attribués à des maîtres verriers ou Poneau ou Clermontois. Mais voilà, on a quand même la chance d'avoir par contre conservé le remplage, c'est-à-dire ces éléments de pierre hein, qui vont constituer les lancettes ou les trilobes ou quadrilobes. Ça date bien effectivement de la fin 14e, début du 15e siècle. Autre élément aussi remarquable que vous avez, qui est conservé dans la collégiale, ce sont en fait ces huiles sur toile. Nous avons deux huiles sur toile, une ici qui correspond donc à la thématique du couronnement de la Vierge, et celle-ci qui correspond donc à l'extase de Saint-François. Ces deux œuvres, autour de ces éléments mobiliers, vous avez aussi d'autres toiles qui sont apposées, qui sont moins visibles, mais qui sont aussi très intéressantes. On a la restauration aussi qui s'était faite, je crois, autour des années 2000 du chemin de croix, hein, puisque voilà, il a été ensuite installé dans l'espace de tribune. Et puis ici, vous avez des décors peints, alors assez classiquement, si je puis dire, quand vous connaissez un peu le territoire du Haut-Allier. On n'est plus là sur des décors d'époque médiévale, on est sur des décors donc, de fin 19e siècle, qui ont été réalisés par Léon Giron, qui était un peintre restaurateur et qui surtout a officié donc, sur le Puy, et qui est très important par rapport justement à l'histoire de l'art et surtout à l'histoire des peintures murales, parce qu'il a fait bon nombre en fait de croquis de peintures murales qui aujourd'hui ont complètement disparu. Et ça, elles ont été déposées pour permettre, on va dire, l'aménagement du chœur de manière plus contemporaine. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette partie que vous avez là, qui est ouvragée et ajourée, les éléments aussi que vous avez derrière, fermaient véritablement le chœur. Hein, comme à la chaise-dieu, c'est le même principe. Et donc, on avait donc la communauté qui était là, et cet espace effectivement avec donc ces éléments ajourés. Ça a été déposé sur le côté, mais n'empêche que ça a été conservé, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres stalles, d'autres édifices. Ce qui est très intéressant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez ici donc un petit cartouche, voilà, où on voit en fait plusieurs inscriptions. Ces inscriptions, elles marquent en fait véritablement la volonté de la communauté de faire réaliser donc ces stalles, et on a cette date là donc de 1576 qui est effectivement la date de réalisation. Donc on est au cours du XVIe siècle, donc on est en pleine période de Renaissance. Donc ça veut dire que ces stalles, même si elles remontent aussi dans leur organisation spatiale avec ce système de miséricorde que vous avez ici, qui servent effectivement pour s'asseoir donc s'asseoir selon les moments on va dire de la liturgie, et quand il fallait être effectivement debout pendant plusieurs heures, le petit stratagème c'était d'avoir en fait ces miséricordes sculptées ou pas sur lesquelles on pouvait s'appuyer plus facilement. Ici, tout le répertoire ornemental, que ce soit là ou là, il est en interconnexion avec la mode donc de l'époque, et c'est ce style Renaissance qui, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, puise vraiment ses sources dans l'Antiquité, et surtout qui a un lien direct avec les découvertes qui vont se faire au cours de ce XVIe siècle à Pompéi, à Herculanum, tous ces grands sites que vous connaissez, où on va découvrir là aussi, je pense, les fresques. Et donc ces fresques qu'on découvre dans la pénombre, on voit apparaître des éléments. Ces éléments, c'est souvent ces éléments végétaux qu'on appelle des grotesques. C'est aussi tout ce bestiaire que vous avez là, avec ces dragons ailés. On va retrouver aussi ces figures comme on a vu à l'intérieur. Donc tout ça, c'est un mélange entre le répertoire en fait ornemental et le bestiaire médiéval roman. C'est aussi tout ce qu'on retrouve dans les marges des manuscrits depuis le XIIIe siècle, et ça va être mis en œuvre dans les décors de ce type effectivement de boiserie. Après, le lien aussi avec la Renaissance qui se fait au niveau donc de ces éléments végétaux qu'on appelle des grotesques, et surtout là encore avec ces médaillons où l'on voit donc chaque médaillon est différencié
Et on a effectivement un profil comme on retrouvait depuis l'Antiquité avec la figure de l'empereur qu'on retrouvait sur les pièces de monnaie. Ça, c'est quelque chose qui avait cours à l'Antiquité. Et ça va être repris dans le décor. Chaque élément, en fait, est différencié. Et en fait, si vous regardez bien, même d'un rapide coup d'œil, on se rend bien compte, un peu comme nos culottes sculptés, qu'on n'a pas forcément la représentation, eh bien, de religieux ou de clercs, mais la représentation de la société telle qu'elle l'était à l'époque. Et c'est pas incongru, hein, puisque là aussi, on voit l'émergence aussi, et puis le rôle aussi que peut jouer la société civile à cette époque-là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le travail en fait donc des miséricordes. Ces miséricordes, elles étaient réalisées en fait donc par, alors aujourd'hui on nomme ça sculpteurs, mais à l'époque c'était pas des sculpteurs, c'était on appelait ça donc luchiers qui travaillaient véritablement le bois. Selon la dextérité qu'ils avaient, eh bien ils pouvaient aller jusqu'à la sculpture et l'ornementation. Et donc on voit ici que ceux qui ont œuvré à la commande et à la réalisation de ces stalles maîtrisaient la technique de la sculpture sur bois et même avaient un certain talent, puisque quand on observe le rendu que vous avez, on voit qu'il y a vraiment un souci de détail, un souci aussi de marquer aussi eh bien, à la fois l'interaction entre les personnages, mais les différencier, jouer en fait aussi sur leur physionomie, c'est-à-dire chacun est très différent et chacun peut, on le voit sourire, on le voit le visage faire fait, il y a tout quand même ce travail-là qui est assez remarquable. Donc c'est un élément du patrimoine de la collégiale qui est très très important. Et au centre ici, vous avez ce magnifique donc maître-autel qui lui provient, eh bien, alors c'est là où du coup, au bout d'un moment, je vais faire une bêtise, il faudra couper. Alors. Donc, il provient. Alors, du coup, j'ai juste un doute, mais bon, peut-être que tout à l'heure, j'arriverai à me. Voilà. Ouais, ben donc c'est ça, c'est ce qui me semble. Donc on est là, on est bien sûr, voilà. Donc en fait, donc du coup, ça fait le lien. Merci, ça me revient. Donc cet hôtel, pardon, ce magnifique hôtel provient, voilà, très justement du couvent Notre-Dame, donc du couvent Sainte-Marie, où nous étions tout à l'heure quand nous avons fait du coup la découverte de l'hôtel de ville. Donc ça vous permet aussi d'appréhender le mobilier qui se trouvait dans ces communautés. La chance, c'est que celui-ci a été conservé dans la cité langeadoise et qu'il a été effectivement bien restitué à un lieu de culte et qu'il est mis effectivement en exergue dans le cœur de la collégiale. Donc vous voyez qu'au final, ces deux lieux qui ont pu s'opposer à une certaine période, on va dire, de l'histoire, sont pourtant pleinement en fait liés par l'histoire religieuse, bien sûr, de la cité langeadoise. Donc, on va quitter le chœur, on va remonter en fait en direction donc de la chapelle qui est à l'entrée de l'édifice, où on va retrouver un autre élément aussi du mobilier qui fait le lien là encore avec cette période eh bien du 14e, 15e siècle. On termine en fait par l'entrée, mais c'est important parce que ça fait vraiment le fil conducteur aussi dans le déplacement dans cet édifice. Donc ici, vous découvrez une de ces chapelles qui vient vraiment faire le lien avec le vaisseau principal, et sont conservés dans cette chapelle eh bien, différents objets mobiliers. Alors malheureusement, vous avez une copie là-bas donc d'une Vierge en Majesté, puisque à Langeac, il y avait une Vierge en Majesté romane qui a été volée dans les années 60, qui n'a pas été retrouvée. Et donc, la volonté a été de la paroisse de faire exécuter effectivement une copie de cette Vierge médiévale. Donc, c'est des vierges, comme je vous citais tout à l'heure, je vous mentionnais celle de Sainte-Marie des Chasses, ou la Vierge aussi de la Chaumette. On est vraiment voilà, avec ces œuvres du milieu du XIIe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est cette mise au tombeau. Donc, on a une mise au tombeau en bois polychrome qui date du XVe siècle, qui est un élément aussi extrêmement important de ces productions à cette période-là. On a sur le territoire une autre mise au tombeau qui se trouve dans l'église Saint-Laurent d'Aubaza. Mais quand vous voyagez,
on en retrouve beaucoup dans le sud-ouest de la France. Et pas très loin d'ici, on a le village d'Anglars de Salers, où dans l'église, on a une remarquable mise au tombeau qui prend l'ensemble véritablement de l'espace de la chapelle. Ici, on va retrouver effectivement donc, le tombeau. Vous avez le Christ sur son linceul. On voit la présence de Saint Jacques et Nicodème qui vont mettre qui ont mis le corps du Christ dans le linceul et qui vont le déposer dans le tombeau. Et vous allez retrouver les trois Maries. On va retrouver Saint Jean et bien évidemment celle qui est en cheveux, c'est Marie-Madeleine. On a une qualité d'exécution aussi qui est très intéressante puisque un peu à la manière en fait de ce que je décrivais tout à l'heure avec les stalles, on a chaque visage est différencié. On a un souci tant au niveau de la chevelure que des barbes, mais que aussi donc des vêtements. Regardez aussi le souci du travail autour des plis des vêtements, autour des éléments aussi comme les petits sacs ou les colliers qui vont être portés. Et puis il y a quelque chose qui est assez intéressant dans cette mise au tombeau, c'est que si vous observez en fait donc, le tombeau en tant que tel, cette mise au tombeau, elle préfigure la résurrection. Parce que regardez bien, on voit en fait nos soldats endormis. Donc certes, on a bien la mise au tombeau, mais on a aussi cette résurrection qui est représentée et matérialisée par ces soldats endormis. Et c'est vrai que c'est une œuvre, donc, comme je vous le disais, en bois, donc polychrome, parce que vous voyez tout le détail aussi avec toutes ces couleurs qui ont été mises en œuvre. On voit aussi la dorure de certains vêtements ou de certains aussi liserés qu'on voit sur les manteaux. Donc c'est une œuvre effectivement qui montre aussi au combien ces religieux de Langeac, et donc ce chapitre en fait de cette collégiale de Langeac avaient un souci d'embellissement de leur édifice, un souci aussi de faire appel, alors on les nomme artistes aujourd'hui, mais voilà, à des ouvriers, des artisans qui avaient une certaine maîtrise technique et qui pouvaient effectivement œuvrer à la commande pour ces prestigieux commanditaires. Donc là aussi, ce qui nous manque le plus en fait dans nos sites, c'est qu'on a toujours ce regard avec ce qui est lié aux objets mobiliers qui sont liés vraiment à ces églises ou à ces chapelles, mais imaginez aussi ce qu'on pouvait retrouver dans ces châteaux, qui ne sont pour certains aujourd'hui que des ruines un peu fantomatiques, mais voilà, on avait le même souci du décor et de l'ornementation. Ces éléments-là, on les voit plus au musée effectivement aujourd'hui que in situ dans nos sites. Après, ce qu'il faut que vous observiez aussi, et pour terminer, vous avez cette chapelle donc, qui est juste là-bas, qui est donc, on va s'en approcher, c'est bien, vous avez raison, ce serait plus logique. On va remettre la chapelle. Allez-y. Il faut aussi me faire les visites de dehors, mais et ça fait le lien du coup avec le petit arrêt et le petit échange que j'ai eu avec Guy Lissac. Mais ici, dans cette chapelle, on rend hommage effectivement à Mère Agnès de Langeac. Donc, c'est incontournable aussi dans la cité langeadoise, puisque donc, cette religieuse qui, donc, avec ce couvent des dominicaines, c'est un élément très fort dans on va dire, le développement, on va dire, du culte autour de Mère Agnès de Langeac. C'est quelque chose qui remonte effectivement au XVIIe siècle, mais qui perdure encore dans le temps. Et dans cet édifice, par une statue contemporaine, puisque c'est une statue donc, de Quéplin qui a été réalisée au cours des années 1990, on rend effectivement hommage à Mère Agnès de Langeac. Et juste, ce que vous pouvez voir aussi au fond, c'est que vous avez un décor avec des vestiges là aussi donc, de polychromie. On a la présence en fait de la vigne. Alors c'est pas anodin, c'est lié aussi toujours à la liturgie, et puis c'est lié aussi au passé, à l'histoire effectivement de la cité langeadoise. Il faut bien comprendre aussi que cet édifice avec la proximité aussi de l'ancien cimetière, a servi aussi de nécropole. Et vous savez, vous avez ces éléments là, peut-être que on les voit effectivement, ces
c'est disgracieux, d'accord, on les retrouve à l'extérieur aussi, mais ces éléments-là, ils servent à surveiller le bâtiment. Parce que en fait, si on revient un peu au début de mon propos, je vous parlais de ce terrain marécageux, la proximité de l'Allier. On est quand même sur la partie d'alluvion, et donc forcément, eh bien, voilà, même si l'Allier ne vint plus battre le pied de la collégiale, au fil du temps, au fil des siècles, il y a eu une fragilité qui s'est opérée, et il y a une surveillance qui est faite par la Direction régionale des affaires culturelles, puisque c'est bien un bâtiment protégé au titre des monuments historiques. Et donc cette surveillance, elle est là pour permettre aussi de voir s'il n'y a pas trop de mouvement. Alors évidemment, c'est pas un ressenti fort, hein, mais voilà, au fil du temps, au fil des moments, on peut avoir, selon on va dire aussi la période ou les crues, des moments aussi qui peuvent fragiliser l'édifice. Donc c'est effectivement des éléments qu'on retrouve là et qu'on retrouve aussi sur le quai. Donc je crois que j'en ai fini. Bravo. Mais j'ai peut-être sûrement oublié des choses parce que après au bout d'un moment, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment de votre présence. À vous tous d'avoir fait les dos parce que c'est sympa aussi à vous. Vous auriez pu aussi, voilà, voilà, faire qu'un site. Mais merci à vous tous. Et bien sûr. Et pourquoi il s'appelle Saint-Gall? Ah, C'est un évêque. J'ai oublié de le dire. C'est Madame Le Breton, la prochaine fois, vous l'emmenez pas, d'accord? Non, en fait, l'évêque Saint-Gall, donc c'est lié à un évêque, l'évêque Saint-Gall qui a été un évangélisateur au IIIe siècle. D'accord. Voilà, et donc il a évangélisé ces grandes campagnes. Donc ces campagnes où il fallait effectivement bien instaurer ce nouveau culte, et donc il est rattaché aussi à Langeac. Il était à Clermont en fait. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En espérant que c'est. Oh là là. Donc merci à tous. Donc, bonne journée du patrimoine parce que c'est pas fini comme vous l'avez compris à Langeac comme ailleurs. Et puis surtout bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous.